En août dernier, j'ai vécu l'une des expériences les plus troublantes de ma vie en Haute-Savoie. Après avoir pris soin de mon grand-père jour et nuit pendant 2 mois, j'ai enfin obtenu 3 jours de congé. J'ai convaincu 2 amis de m'accompagner pour une excursion en montagne. Nous sommes partis vendredi soir dans un 4x4 diesel tractant une remorque avec 2 quads. La nuit tombe vers 22h en cette mi-août dans les Alpes. Nous avançons tranquillement à cause du poids du véhicule et de la remorque et nous atteignons la route forestière visée aux alentours de minuit. Le bitume s'arrête après environ 20 km. Jusque-là, tout semblait normal. Quelques kilomètres plus loin, la route tourne à gauche avec un petit chemin qui part sur la droite. Une Renault Clio y est garée, face à la route, équipée d'une barre de LED aveuglante, et quelqu'un est appuyé contre le capot, nous observant pendant que nous passons. Nous sommes fatigués à ce moment-là et pas vraiment inquiets, supposant qu'il s'agit juste de quelqu'un qui attend son compagnon de chasse. C'est la saison du chamois, après tout. Nous continuons. Cette route devient vraiment difficile en automne. C'est du gravier, et les fortes pluies d'automne combinées à la circulation des chasseurs et des campeurs la détériorent. J'ai de la chance si je peux maintenir 30 km/h. Le 4x4, la remorque et mes dents sont tous secoués par les nids de poules. C'est une belle nuit de pleine lune, et je peux repérer les pires ornières. Nous avons une longue ligne droite avant notre aire de stationnement à environ 500 mètres, et à mi-chemin, je vois des lumières dans le rétroviseur, brillantes comme l'enfer. C'est encore cette barre LED, et cette fois, ils roulent à toute vitesse, allant à 50 ou 60 km/h, peut-être plus. Un ami est endormi à l'arrière, et l'autre est absent dans le siège passager. Je lui signale la voiture au phare LED, et il l'observe dans le rétroviseur latéral. Il ne semble pas trop inquiet, bien que la voiture soit à environ 6 mètres derrière nous. Au moment où je me gare enfin sur l'aire de départ, elle nous rattrape environ 10 secondes plus tard, ralentissant à environ 5 km/h en passant, nous examinant de toute évidence. Mes poils se hérissent, maintenant. Nous garons le 4x4 et regardons la voiture s'éloigner sur la route forestière. Je pousse un profond soupir et regarde à gauche, et il y a un SUV garé à l'autre coin de cette aire de stationnement. Et c'est là que les choses commencent à devenir étranges. Je réveille l'ami à l'arrière, coupe le moteur et descends. Instantanément, j'ai le sentiment viscéral que quelque chose ne va pas. Nous sommes traqués et il est temps de partir. Ma réponse à cette sensation bizarre. Et il y a quelque chose d'écrit sur ce SUV et je dirige ma lampe torche dessus. Moloch est écrit dans la poussière sur la lunette arrière. Mes amis étirent leurs jambes. L'un a sorti son fusil et ils sont tous deux inhabituellement silencieux. Nous examinons le SUV. Le moteur est encore chaud, probablement garé dans les dernières heures. Je dirais que seule la porte avant-côté passager est verrouillée. Il y a des chaussures, des sandales et des shorts sur les sièges avant. À l'arrière, il y a un sac à dos complet, un arc à poulies, une glacière pleine, une tente, et tout semble intact. Il y a aussi un autocollant périmé depuis 6 mois d'un groupe de jeunes sur le capot et un gobelet de café vide, mais le café semble encore frais. On dirait un jeune couple parti camper. Nous atteignons tous indépendamment 10 sur 10 sur l'échelle d'alerte à ce stade, et nous regardons autour de toute la zone. Personne n'est là. Pas de traces fraîches, sauf sur l'aire de stationnement elle-même, et une autre paire de voitures avec des barres LED passe, roulant à vitesse maximale. Nous gardons nos fusils braqués sur elles depuis notre abri alors qu'elles passent, suivant simplement notre instinct. Nous partons et campons à 30 km de là, sur une route différente, et nous revenons le matin. Le SUV est toujours là, intact, et il n'y a toujours aucun signe de quiconque aux alentours, et le terrible pressentiment a disparu. Nous prenons les quads et parcourons 8 km dans les montagnes, et passons un bon moment à camper, et nous faisons même bousculer par un chamois. Nous revenons le lendemain, et personne n'est là.
Il y a une excellente visibilité et nulle part où se cacher, mais le SUV est toujours intact et la nourriture à l'arrière commence à se gâter. Nous rentrons en ville et signalons le SUV à la gendarmerie. Et la standardiste dit « Oui, c'est vraiment louche. J'enverrai quelqu'un. » Je rappelle 2 semaines plus tard pour voir ce qu'il en est advenu, et il n'y a aucune trace de mon appel, bien qu'ils aient enregistré tous mes autres appels. Je suis désolé, certaines histoires n'ont tout simplement pas de bonne fin. Je suis convaincu que nous étions observés, traqués même. Et la seule raison pour laquelle ils nous ont laissés tranquilles, c'est parce que nous avions nos fusils posés bien visiblement sur les sièges. Je n'ai jamais trouvé d'explication à ce que j'ai vu là-bas. Tout ce que je sais, c'est que ce pressentiment que j'ai eu en descendant de ce 4x4 était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue. Et nous l'avons tous les 3 ressenti indépendamment. Mais je me demande ce que pouvait bien signifier cette inscription « Moloch » sur le côté de cette voiture. S'agissait-il d'une secte ? J'ai grandi dans une ville très sûre du centre de la France et dans un quartier encore plus sûr, un peu reculé dans les bois et séparé du centre-ville. Je n'ai pas vécu, ça m'a eu beaucoup de rencontres inquiétantes dans ma courte vie. Touchons du bois. Donc c'est à peu près la plus grande frayeur que j'ai jamais eue. J'avais 11 ans à l'époque et je venais de réussir une formation de babysitting avec premier secours à la maison des jeunes. Mon quartier était très uni. Tous les enfants de ma rue jouaient ensemble, et à cause de mes 2 petits frères, j'allais rapidement devenir la babysitter attitrée des 3 familles les plus proches de chez nous. J'avais déjà surveillé mes frères pendant de courts moments, mais c'était mon premier travail en tant que vrai babysitter, gardant les 2 enfants d'âge primaire qui vivaient en face de chez nous. C'étaient des amis de la famille. Les parents avaient promis d'être rentrés avant 23 heures, et je savais que mes parents étaient à la maison, et prêts à intervenir si j'avais besoin de quoi que ce soit. Alors j'étais un peu nerveuse, mais je sentais que j'avais la situation sous contrôle. Les enfants étaient le rêve d'une babysitter. On leur avait appris qu'ils n'avaient droit qu'à une seule friandise avant de se coucher, et ils ont même refusé mon offre de finir l'émission que nous regardions parce que c'était l'heure de se coucher et qu'ils devaient encore se brosser les dents. J'étais stupéfaite, mais cela rendait mon travail super facile. Alors je les ai bordés et je suis redescendu pour regarder la télé jusqu'au retour de leurs parents. La mère est décoratrice d'intérieur, donc leur maison est spacieuse et absolument magnifique. Leur salon se trouve à l'arrière de la maison avec des fenêtres allant du sol au plafond et une vue superbe sur les bois dans leur jardin. Le canapé est installé dos à ses fenêtres et je regardais la télé avec leur vieux labrador blanc, Flocon. Du coin de l'œil, j'ai cru voir quelque chose de grand et de couleur claire passer devant la fenêtre derrière moi. J'ai pensé que c'était peut-être juste un chevreuil, mais j'avais 11 ans, j'étais seul. Et j'ai une imagination active, alors j'ai commencé à me sentir mal à l'aise et plutôt tendu. Les parents n'étaient pas attendus avant 2 heures. Alors je suis allé dans la cuisine pour appeler mes parents pour me rassurer. Flocon m'a suivi. Leur cuisine fait face au salon avec le téléphone fixe sur le comptoir. C'était avant que les portables ne soient courants. Debout au comptoir en composant le numéro de mes parents, j'avais une vue claire à travers la large arche menant au salon et à travers ces énormes fenêtres donnant sur le jardin. Flocon s'est couché à mes pieds pendant que je me tenais près du comptoir et que je disais à ma mère que je croyais avoir vu quelque chose à la fenêtre. Entendre sa voix était aussi réconfortant et rassurant que je le pensais. Alors je lui ai dit que non, je n'avais pas besoin que papa vienne et que oui, je l'appellerais si quelque chose se produisait. J'ai raccroché et me suis assise par terre pour caresser les oreilles et le ventre de Flocon pendant quelques minutes, encore un peu méfiante du salon. Je n'étais pas resté là très longtemps avant d'apercevoir quelque chose d'étrange dehors à travers ces grandes fenêtres. J'ai regardé plus attentivement au-delà de l'éblouissement de la télé et j'ai remarqué une petite lumière qui se balançait dans les bois. Probablement juste un voisin,
ai-je pensé. Mais tandis que je regardais, la lumière semblait se déplacer dans ce qui était indéniablement ma direction. Tout mon corps s'est figé, et j'ai fixé du regard la lumière qui se rapprochait de plus en plus des fenêtres du salon. À un moment, j'ai réalisé avec une horreur complète et paralysante que la lumière était devenue assez grande pour que la source soit juste à l'extérieur de la maison. Le faisceau balaya d'un côté à l'autre du salon, puis se fixa directement sur mon visage. Je ne crois même pas avoir plissé les yeux sous la lumière vive qui brillait à travers la fenêtre dans mes yeux. J'étais trop surprise. Flocon somnolait paisiblement, placide dans sa vieillesse et totalement inconscient que mon cœur avait pratiquement cessé de battre. La lumière bougea à nouveau, cette fois s'éloignant pour éclairer un visage par en dessous. J'ai vu des orbites sombres et creuses et les courbes lumineuses des joues de quelqu'un, mais les détails du visage se perdaient dans l'angle dur du faisceau de la lampe torche. À ce stade, j'essayais de toutes mes forces de crier ou de bouger mes doigts suffisamment pour composer le 17 ou de me mettre hors de vue de la fenêtre. Littéralement, n'importe quoi aurait été mieux que de rester assise là, la bouche ouverte et les larmes aux yeux comme une dinde farcie. Mais je n'avais jamais ressenti ce genre de terreur glaciale auparavant, et j'étais complètement immobilisé par elle. Tout semblait se dérouler au ralenti, et j'étais totalement impuissante. La lumière fit le tour pour pointer vers moi, puis revint rapidement sous l'horrible visage à l'extérieur. Elle répéta ce schéma 1 ou 2 fois, puis disparut soudainement. La lampe torche avait été éteinte. Et pour une raison quelconque, cela fut suffisant pour me permettre enfin de bouger. Je me suis rapidement levé et j'ai appuyé sur la touche d'appel, sur le point d'appeler le 17, tout en débattant mentalement si je devais me barricader dans la chambre principale avec les enfants, ou simplement les prendre et essayer de courir par la porte d'entrée jusqu'à la maison de mes parents. Le cours de la maison des jeunes ne m'avait pas préparé à ça. Mais avant même d'arriver au vestibule, j'ai entendu un grand boom et j'ai senti mon cœur sauter dans ma gorge en réalisant que je me souvenais avoir fermé les portes principales du garage et verrouillé la porte du garage menant à la buanderie. Je ne me souvenais pas d'avoir verrouillé la porte principale du garage donnant sur le jardin. J'ai presque lâché le téléphone lorsque quelqu'un a commencé à frapper à la porte intérieure. À travers les coups, cependant, je pouvais entendre une voix vraiment, vraiment familière. « Hé, c'est papa, laisse-moi entrer !» Je me suis précipité, complètement engourdi, et j'ai déverrouillé la porte. Mon père pouvait à peine tenir debout tant il riait. Apparemment, ma mère l'avait quand même envoyé pour vérifier que j'allais bien, pour s'assurer qu'il n'y avait rien à craindre. Il avait fait un rapide tour des bois et du jardin avec une lampe torche, supposant que maman avait mentionné qu'il viendrait. Il m'a vu par la fenêtre et a tenté de me montrer que c'était lui en pointant la lampe vers moi, puis en l'éclairant sur son visage par en dessous. Il savait que les ombres rendaient impossible de savoir qui il était jusqu'à ce qu'il voie la couleur quitter mon visage et réalise qu'il venait juste de me faire la peur de ma vie. Il trouvait ça plutôt drôle. Je n'étais pas vraiment d'accord. Je sais que la fin rend cette histoire un peu inappropriée pour ce recueil, mais jusqu'à ce que j'entende la voix de mon père, je pensais vraiment que j'allais me faire assassiner de toutes les façons possibles. J'ai grandi dans le centre de la France dans les années 70, et mon ami d'enfance Thomas et moi étions dehors tout le temps que nous pouvions. Thomas vivait dans une ferme qui bordait une assez grande forêt. Mes parents me déposaient le matin et nous restions dans les bois tout le week-end. Nous ne sortions que pour l'école. Nous adorions prétendre que nous étions des pionniers. Nous construisions des abris, des pièges. Nous nous exercions à faire du feu avec des bâtons, tout le tralala. Quand nous sommes arrivés au lycée, nous avons eu cette idée de faire comme dans Stand By Me. C'était basé sur le film du même nom qui venait de sortir. L'idée était que nous marcherions le long des voies ferrées jusque dans la campagne, mais au lieu de chercher un cadavre, nous trouverions des ponts sympas pour pêcher et camperions un peu à l'écart des rails. Bien sûr, nous savions que c'était dangereux
et que nous serions probablement en train de faire de l'intrusion, mais nous étions des gamins. Nous nous sommes bien amusés. Nous avons trouvé de belles rivières, découvert des ponts où personne n'était allé. Nous avons pêché, nous nous sommes cachés des trains, et la nuit, nous campions dans les bois juste près des voies et faisions de petits feux cachés. Rien de mal ne s'est vraiment produit. C'était idyllique. En fait, c'était tellement amusant que nous l'avons fait plusieurs fois et n'avons jamais eu de problème. Après le lycée, Thomas et moi avons suivi des chemins différents. Nous avons tous deux quitté notre ville natale, mais sommes toujours restés en contact et avons toujours essayé de coordonner nos visites pour nous voir occasionnellement. Eh bien, un été au milieu des années 90, il s'est avéré que nous étions tous les deux en ville pour environ une semaine. Nous faisions des choses avec nos familles pendant la journée, et le soir, nous prenions soit un verre dans un bar, soit nous nous asseyions simplement dehors chez Thomas, autour d'un feu, et parlions du bon vieux temps. Un soir, Thomas et moi avons commencé à parler de nos aventures, façon Stand By Me. Eh bien, la nostalgie et la bière forment un sacré mélange. Et bientôt, nous avons décidé de prendre une journée pour marcher le long des rails, camper une nuit, puis rentrer à pied. Le jour est arrivé, et nous avons commencé tôt le matin. Ma femme nous a déposés au milieu de notre ancien lieu de départ, juste à l'extérieur de notre ville natale. Elle pensait que c'était absolument fou, et n'a pas manqué de le mentionner plusieurs fois avant de s'éloigner. Thomas a suggéré qu'au lieu de suivre l'itinéraire habituel, nous prenions la direction opposée, juste pour être aventureux. Nous connaissions bien le terrain, et nous avions une carte, alors j'ai dit « pourquoi pas ?» et nous sommes partis. La journée s'est bien passée. C'était amusant et un peu triste, mais dans le bon sens. Nous avons trouvé un pont, nous nous sommes assis au bord, avons fumé un joint et avons continué. Nous n'avions pas d'équipement de pêche, mais nous avions apporté de la nourriture en conserve et d'autres trucs. Avant que la nuit ne commence à tomber, nous avons choisi un endroit pour camper. C'était une zone forestière dense, des arbres de chaque côté de la voie ferrée, donnant l'impression d'être au milieu d'un tunnel. Nous avions apporté de petits hamacs pour dormir, mais avant de les installer, nous avons décidé de faire un peu de reconnaissance autour du périmètre. C'est ce que nous faisions aussi dans le temps. Nous marchions un peu autour de la zone, juste pour nous assurer que la maison d'un type n'était pas juste au-dessus de la colline et que nous n'allions pas accidentellement camper dans leur jardin. Nous avons marché peut-être 30 mètres environ dans les bois et gravi cette petite pente. Nous nous sommes dit que si nous ne voyions rien du haut de cette petite colline, ce serait bon. Mais quand nous sommes arrivés en haut, nous avons vu ce vieux bâtiment en bas, je dirais à environ 100 mètres dans les bois. Il était à peine visible. Nous avons réfléchi à ce qu'il fallait faire, et nous avons tous deux supposé que c'était comme une cabane à sucre ou quelque chose du genre. Il ne semblait pas y avoir de route claire vers elle d'où nous étions. Il ne semblait vraiment pas y avoir qui que ce soit à l'intérieur non plus. Tout était calme. Aucun mouvement ne pouvait être vu ou entendu. Pas de lumière. Nous avons décidé de marcher un peu plus près, juste pour être sûrs à 100%. Nous sommes descendus de la colline très lentement, et en nous approchant du bâtiment, nous avons vu que ce n'était pas du tout une cabane à sucre, mais une vieille église. Elle semblait avoir été facilement abandonnée depuis des années. C'était un bâtiment trapu et affaissé, dont les planches de bois étaient raides et presque noires, après des années de mousse et de pourriture. Une croix se dressait au sommet de l'endroit, également noircie par les intempéries. Aucune des fenêtres n'avait de vitres, et il n'y avait pas de porte, juste des embrasures ouvertes. Nous nous sommes approchés suffisamment pour voir à l'intérieur. Il y avait des rangées de bancs et une section surélevée à l'avant où un prédicateur pouvait se tenir. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout, nous ne le voulions pas. Au-delà de tout cela, il n'y avait aucun signe de qui que ce soit d'autre. Pas d'empreinte, pas de sentier, pas de route. C'était juste une église abandonnée. Nous sommes partis presque immédiatement, sommes retournés en haut de notre colline à l'endroit que nous avions choisi pour camper.
Avoir une colline entre nous et l'église nous faisait nous sentir un peu mieux, mais je dois admettre que nous étions encore un peu mal à l'aise. Nous avons mis cela sur le compte de l'inquiétante étrangeté naturelle de voir une église au milieu des bois. D'ailleurs, à ce stade, c'était le crépuscule, et nous avons simplement décidé d'installer nos hamacs, de dormir et de partir tôt le matin. La nuit s'est installée, et tandis que nous étions allongés dans nos hamacs et discutions, nous avons commencé à entendre quelque chose dans la direction de cette église. Notre conversation à ce sujet s'est déroulée un peu comme ceci. « Tu entends ça ? C'est quoi ce bordel ? On dirait des gens qui chantent. » Et cela ressemblait bien à des chants. Nous avons tous deux glissé hors de nos hamacs et nous sommes accroupis, tendant l'oreille pour entendre davantage. Nous avons écouté pendant 1 minute ou 2 et les chants ont continué, mais ils ne devenaient pas plus forts. Finalement, nous avons décidé de remonter furtivement la colline pour voir d'où venait le son. Nous pouvions tous deux encore nous déplacer assez silencieusement dans les bois depuis le temps. C'était presque une seconde nature pour nous. La lune était à peine sortie, mais elle fournissait juste assez de lumière pour ne pas marcher dans un arbre, mais il faisait presque nuit noire. Nous n'avons pas utilisé de lampe de poche en montant lentement sur la colline, et aucun de nous n'a parlé. Quand nous sommes arrivés au sommet, nous avons vu une lumière au loin. Elle venait de cette église, et les chants venaient de l'intérieur. Thomas et moi avons rapproché nos têtes, et avons eu une autre conversation chuchotée qui se résumait à « Tu y crois à ce bordel ?» La lumière semblait être celle de bougies à la façon dont elle vacillait, et bien que nous ayons essayé, nous ne pouvions pas discerner ce qui était chanté. Cela ressemblait à de la musique d'église, mais presque dans une autre langue. Nous sommes restés assis et avons regardé pendant un moment, essayant de voir qui était là-dedans, mais nous n'avons vu que des ombres occasionnelles. Nous n'avions pas non plus l'intention de nous approcher davantage. Nous avions environ la longueur d'un terrain de football entre nous, et nous avions l'intention de la garder ainsi. Les chants ont continué pendant un petit moment, puis se sont arrêtés. Après cela, une voix masculine tonitruante a commencé à psalmodier. J'étais déjà effrayé, mais cette voix m'a complètement glacé le sang. On aurait dit un prédicateur de l'Ancien Testament comme on en voit dans les films, mais encore une fois, c'était comme s'il parlait dans une langue complètement différente, car nous ne pouvions comprendre un seul mot de ce qu'il disait. Finalement, la situation en est arrivée au point où la voix masculine prononçait quelque chose. Puis un groupe de voix répondait à l'unisson. Cela a duré un moment, puis ils ont tous éclaté dans ce long gémissement soutenu qui ne faisait que devenir de plus en plus fort. Il est devenu si fort et si perturbant que je me suis couvert les oreilles. Puis il s'est arrêté. À ce stade, j'étais sur le point de dire à voix haute « Allons-nous-en d'ici, bordel !» Quand Thomas a posé une main sur mon épaule et a sifflé « Ils sortent !» Nous étions assez loin pour ne pas les voir très bien, mais ce que nous pouvions voir, c'était une ligne de silhouettes sortant par la porte ouverte, se tenant toutes par la main en file indienne. Nous pouvions voir que certaines d'entre elles avaient des lampes de poche, et elles ont recommencé à chanter. La lumière des lampes a commencé à se déplacer vers nous et la colline. Nous avons filé vers notre campement, saisi nos affaires et couru vers les rails. Une fois là-bas, nous avons couru le long des rails dans la direction d'où nous étions venus. Après quelques kilomètres, nous nous sommes arrêtés et avons regardé en arrière. Nous avons vu des lumières descendre de la colline. Elles bougeaient de façon erratique, comme si ceux qui les tenaient les secouaient. Nous avons continué à courir par à-coups, puis à marcher aussi vite que possible. Finalement, nous avons cessé de voir ces lumières et sommes arrivés à une route. D'après notre carte, nous savions qu'un petit village se trouvait à environ 15 minutes de là. Nous y sommes allés à pied, avons atteint une station-service ouverte 24 heures sur 24 et avons appelé ma femme pour qu'elle vienne nous chercher. Ma femme et nos autres amis ont tous simplement supposé qu'il s'agissait de jeunes qui s'amusaient. Mais j'ai entendu ces voix et elles ne ressemblaient certainement pas à celles d'enfants pour moi. Nous ne sommes pas sûrs de qui étaient ces gens.
Mais c'est définitivement la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée dans les bois. Quand j'ai annoncé à mon père que je voulais devenir artiste, il a fait une pause puis m'a dit « J'espère que tu aimes les pâtes au beurre ». C'était en quelque sorte prophétique puisque j'ai effectivement fini par apprécier les pâtes au beurre. Mais ce qu'il essayait vraiment de me dire, c'était de me préparer à lutter et à avoir faim, et mon Dieu, qu'il avait raison. Après le lycée, j'ai choisi de ne pas aller à l'université et j'ai plutôt enchaîné une série de petits boulots jusqu'à avoir assez d'économies pour déménager à Marseille. Une fois là-bas, j'ai vécu dans un appartement partagé dans un quartier populaire pendant environ 18 mois avec un tas d'autres artistes affamés, tentant de percer dans la scène artistique locale. C'était une période difficile pour plusieurs raisons. Il y avait beaucoup de délinquance, beaucoup de drogue, et en dehors des quelques euros de l'heure que je gagnais avec mon travail à temps partiel d'employé de supermarché, j'étais complètement fauché. Et pour couronner le tout, je vivais avec un défilé de gamins capricieux et peu fiables qui gaspillaient l'argent de papa et maman en prétendant être artistes, mais qui achetaient bien plus de cannabis et de pilules qu'ils n'achetaient jamais de peintures ou de crayons. Je savais que je devais commencer à gagner de l'argent et trouver un meilleur appartement parce qu'une année de plus avec ces boulets, et je serais devenu fou. C'est alors que j'ai commencé à chercher du travail comme un forcené, jour après jour pendant environ 1 mois d'affilée. C'était épuisant, et quand j'ai commencé à sentir l'épuisement me gagner, j'ai envisagé de rentrer chez moi la queue entre les jambes avant de recommencer à zéro à Paris, quand j'aurais à nouveau économisé assez d'argent. Mais au moment où tout semblait au plus sombre, j'ai rencontré un type nommé Grégoire. Nous nous sommes rencontrés devant une épicerie quand il m'a demandé du feu, et il avait l'air de vivre la pire journée de sa vie. Quand je lui ai demandé s'il allait bien en allumant une cigarette, il m'a dit qu'il était sur le point d'être viré de son poste en marketing pour avoir manqué une date limite. Il avait un projet qui était terminé à 95%, mais après qu'un accord avec un graphiste soit tombé à l'eau, il lui manquait une collection de logos potentiels pour une société financière que son entreprise avait comme client. Eh bien, pour faire court, je lui ai fourni ces logos après avoir travaillé toute la nuit et pour un tarif fortement réduit par rapport à ce qu'il avait promis à ses designers peu fiables qu'il avait laissé tomber. Ce fut le début d'une relation de travail très fructueuse entre moi et ce cher Grégoire. Et grâce à cela, j'ai finalement pu quitter ce taudis, que j'appelais un appartement, et commencer à vivre comme un être humain. Une fois que j'ai commencé à gagner sérieusement de l'argent, j'ai commencé à chercher des appartements plus sympas pour une personne seule autour de Marseille. Je suis allé visiter quelques endroits agréables, chacun avec ses propres avantages et inconvénients, et j'étais un peu indécis jusqu'à ce que j'aille voir un endroit à Cassis. Tout ce que disait l'annonce, c'était qu'il s'agissait d'un appartement d'une chambre, une salle de bain sur une propriété partagée, et c'était tout. Mais quand je suis allé voir l'endroit, j'ai réalisé à quel point l'annonce avait été modeste. L'appartement d'une chambre et une salle de bain s'est avéré être une maison d'hôte construite sur le terrain d'une de ces villas de style méditerranéen qu'ils ont dans ce quartier, vous savez, le genre, avec toutes les couleurs terreuses, les tuiles, les arcades et les colonnes et tout ça. J'ai rencontré le propriétaire, un homme plus âgé dans la cinquantaine ou la soixantaine, qui m'a fait une visite rapide de la maison d'hôte avant que le sujet du loyer ne soit abordé. Quand il m'a dit qu'il voulait seulement 650 € par mois pour l'endroit, je n'en revenais pas car à l'époque, c'était un tarif très raisonnable pour un appartement de cette qualité. Pas suspicieusement raisonnable, mais suffisamment bas pour que j'offre un dépôt de garantie et le premier mois de loyer sur place. Le gars semblait certainement un peu méfiant à mon égard, je suppose, parce que je semblais si désespéré d'emménager, alors il m'a dit qu'il y réfléchirait et me ferait savoir. C'est alors que je lui ai raconté mon histoire, ou une partie en tout cas. Je lui ai dit que j'avais cette grande chance de vivre mon rêve et que je ne pouvais pas laisser la bande de toxicos nocturnes avec qui je vivais actuellement tout gâcher. Je lui ai proposé 700 € par mois, puis 750, ce qui réduisait encore plus mes revenus,
Mais il a dit qu'il n'était pas intéressé par plus d'argent. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un de calme, qui s'occupait de ses affaires et qui payait en espèces et à temps. J'ai juré sur tous les saints du paradis que ce serait moi, que je serais trop occupé à travailler pour me soucier de ce qui se passait dans la grande maison, et que je me damnerais avant d'organiser des fêtes dans ce que je considérais comme un espace de travail. S'il me donnait l'appartement, il ne saurait même pas que j'étais là. La seule façon dont il saurait que j'étais encore en vie serait en recevant cette enveloppe pleine d'argent le 1er de chaque mois. Et à part ça, je serais un fantôme. Quand j'ai eu fini, il est resté là un moment et y a réfléchi, puis m'a dit de venir chercher les clés le 1er du mois. J'aurais pu danser dans l'allée de ce type. J'étais aux anges. Je n'avais plus qu'à rester 1 semaine de plus dans ce taudis. Et puis le 1er du mois, mon vieux pote Grégoire m'a prêté sa voiture pour déménager mes affaires, et je suis parti. Maintenant, déménager mes affaires dans cette maison d'hôte ressemblait à un défilé de la victoire. J'avais un travail régulier, un très bel appartement, et en Grégoire, je m'étais fait un bon ami qui n'était pas un vaurien. Les choses semblaient vraiment s'améliorer pour moi. Mais selon les mots d'un vieux philosophe mort dont je ne peux pas tout à fait me souvenir du nom en ce moment, parfois le chemin qui monte et celui qui descend sont un seul et même chemin. Ce que j'ai toujours considéré comme signifiant que parfois les choses que vous pensez améliorer votre vie la rendent en réalité bien pire. Les premières semaines à vivre dans cette maison d'hôte étaient chaotiques comme un rêve. Je ne dérangeais pas les propriétaires, ils ne me dérangeaient pas. J'avais de l'espace pour travailler et j'avais un endroit agréable et calme pour poser ma tête chaque nuit. J'ai vu mon propriétaire peut-être 2 ou 3 fois au cours de ces premières semaines, mais je n'ai jamais vu sa femme. Je veux dire, au point que je pensais peut-être qu'ils étaient séparés et qu'elle vivait ailleurs. Puis un jour, il vient frapper à ma porte et me dit qu'il part pour un voyage de pêche le week-end. Il part vendredi soir et revient tard dimanche soir. Je lui dis d'accord, merci de me prévenir, mais avant qu'il ne parte, il me dit quelque chose comme « Ma femme ne se sent pas très bien, alors si elle commence à agir étrangement, ne soyez pas alarmés. Elle ne se sent simplement pas elle-même ces derniers temps. » J'étais un peu surpris qu'elle vive même là parce que, comme je l'ai dit, j'y étais depuis environ 3 semaines et je ne l'avais même pas vue une seule fois. Mais quand même, je l'ai remercié de m'avoir mis au courant et je lui ai dit que j'aiderais si ou quand ce serait nécessaire. C'était en milieu de semaine. Puis le vendredi, je l'ai vu charger son fourgon avec un tas de glacières et autres, puis je lui ai souhaité un bon week-end alors que je marchais vers la maison d'hôte. Cette nuit-là était calme, comme d'habitude, jusqu'à environ 2 heures du matin. J'ai terminé mon travail avec l'intention d'aller me coucher. Je suis allé aux toilettes pour uriner, et il fait un froid glacial en cette fin d'été, alors j'ai la fenêtre de la salle de bain grande ouverte pour que l'endroit ne devienne pas un piège à condensation géant. Puis, pendant que je fais pipi, j'ai commencé à entendre quelque chose dehors qui a attiré mon attention. C'était très faible au début, mais quelque chose à ce sujet a vraiment capté mon attention. Puis en écoutant, j'ai réalisé pourquoi c'était le son de quelqu'un qui pleurait, et d'après ce que je pouvais dire, c'était une femme. J'ai fini d'uriner et j'ai descendu la marche devant ma porte d'entrée, essayant de déterminer d'où venait le son. Je me tenais là, mettant mes mains encornées derrière mes oreilles, comme un stupide radar aux cheveux roux. C'était un truc que mon père m'avait appris quand j'étais enfant, et tout comme à cette époque, ça a fonctionné à merveille. J'ai rapidement compris que la personne qui pleurait se trouvait derrière la maison principale, et cela signifiait que ça ne pouvait être qu'une seule personne, la femme malade de mon propriétaire. Maintenant, je sais que mon propriétaire avait parlé de son besoin d'intimité, et je sais qu'il m'avait déjà dit que sa femme ne se sentait pas bien, mais je ne pouvais pas simplement entendre quelqu'un sangloter comme ça et ne pas au moins aller vérifier. Puis une fois que j'étais sûr à 100% que c'était quelqu'un qui pleurait au coin où se trouvait la piscine de la grande maison, j'ai penché la tête autour de la maçonnerie et j'ai vu une femme assise sur un meuble de patio. Je ne voulais pas lui faire peur ou quoi que ce soit, car elle avait la tête dans les mains
et ne m'avait pas vu me pencher au coin. Alors j'ai veillé à garder ma voix aussi douce que possible et lui ai demandé si elle allait bien. J'étais prêt à ce qu'elle se lève en sursaut, avant peut-être de courir vers l'intérieur de la maison, mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée assise là, sa tête toujours dans ses mains, alors qu'elle continuait à sangloter. Supposant qu'elle ne m'avait pas entendu, je me suis répété, demandant quelque chose comme « Madame, allez-vous bien ? Avez-vous besoin d'aide ?» C'est seulement à ce moment qu'elle a cessé de pleurer, mais au lieu de reconnaître ma présence, la dame a tourné la tête pour me regarder et m'a simplement fixé. Elle m'a regardé à travers les quelques mèches de cheveux qui pendaient sur ses yeux, mais elle n'a pas dit un mot. C'est devenu si gênant que j'ai parlé une troisième fois, lui disant que j'étais le type qui avait emménagé dans la maison d'hôte et qu'elle pouvait faire appel à moi quand elle le souhaitait si elle avait besoin d'aide ou de quoi que ce soit. Je pensais qu'au minimum, ce que j'avais dit méritait un murmure de réponse. Mais encore une fois, la dame m'a simplement regardé d'un air vide, presque comme si elle ne me regardait pas du tout, mais plutôt à travers moi. Je lui ai demandé à nouveau si elle avait besoin de quelque chose. Mais au lieu de me répondre, elle a regardé au loin, comme dans une autre dimension, puis a agi comme si je ne lui avais rien dit du tout. J'ai juste attendu, au cas où elle se préparait à dire quelque chose, et puis quand elle s'est levée du mobilier de patio, je m'attendais à ce qu'elle parle, mais une fois de plus, elle n'a pas dit un mot. Elle s'est simplement levée, s'est retournée et est rentrée dans la maison principale avant de fermer la porte arrière derrière elle. Tout cet échange m'a laissé là, me demandant « Que vient-il de se passer ?» mais aussi très inquiet pour le bien-être de la dame. C'était aussi bien avant que les téléphones portables ne soient dans toutes les poches, donc il n'y avait aucun contact avec mon nouveau propriétaire pour l'informer de ce que j'avais vu. Mais, pour être parfaitement honnête, même si j'avais eu un téléphone portable, je ne suis pas sûr que j'aurais été si prompte à le contacter. Il m'avait dit à plusieurs reprises combien ils avaient besoin de leur intimité, comment je ne devais pas approcher la maison principale sauf en cas d'urgence. Et donc, à moins que ce ne soit juste cela, une urgence, j'ai pensé que ma meilleure option était de garder ma bouche fermée, car j'avais déjà pris le risque que la femme du propriétaire lui dise que le nouveau locataire s'était juste approché d'elle furtivement au milieu de la nuit. Je veux dire, ce n'est pas ce que j'ai fait. Je voulais juste voir si elle allait bien. Mais quel mari allait me croire, moi ou la femme à qui il était marié depuis des années ? D'ailleurs, elle était maintenant rentrée dans la maison, aussi sûre qu'un endroit puisse l'être, alors je suis juste retourné à la maison d'hôte et j'ai dormi un peu. Le lendemain était un samedi, donc au lieu de travailler toute la journée et la majeure partie de la nuit comme je le faisais habituellement, j'ai décidé d'aller dans certains des bars que je fréquentais avant de déménager. J'ai retrouvé Grégoire, nous avons bu quelques bières, parlé de football, puis nous nous sommes séparés vers minuit. J'ai pris un taxi pour rentrer, et alors que je monte l'allée vers la maison d'hôte, j'aperçois quelqu'un debout sur le balcon du 2e étage de la maison principale. Quelqu'un que j'étais assez sûr d'être la femme du propriétaire. Je ne pouvais voir que sa silhouette car elle se tenait dans l'obscurité avec la lumière de sa chambre brillant sur des rideaux derrière elle. Mais d'un autre côté, je suis illuminé comme un sapin de Noël car je monte l'allée et active toutes les lumières de sécurité attachées aux maisons principales et d'hôtes. Je savais qu'elle pouvait me voir. Ou je veux dire, si elle prêtait ne serait-ce qu'un minimum d'attention à son environnement, elle aurait pu me voir. Donc juste au moment où je m'apprête à bifurquer vers la maison d'hôte, je lui fais un petit signe de la main, juste pour dire bonjour. Je ne sais pas à quoi je m'attendais après la nuit précédente, mais comme alors, elle n'a pas bougé d'un muscle. Au début, elle est juste restée parfaitement immobile. Maintenant, cela va sembler dur, mais je me souviens avoir pensé « Jésus, qu'est-ce qu'elle est flippante cette meuf !» Et je n'allais pas non plus rester planté là comme un idiot comme je l'avais fait la nuit précédente, alors j'ai simplement marché vers la maison d'hôte. Quand le gars a dit que sa femme était malade, j'ai pensé qu'il voulait dire qu'elle avait un rhume ou quelque chose comme ça. Mais à ce stade, je commençais à penser qu'elle traitait avec quelque chose de plus psychologique que physique,
et cela venait avec tout un ensemble d'autres préoccupations de ma part. Disons qu'elle pète un câble et que c'est à moi de faire quelque chose. Je n'avais aucune idée de comment gérer quelque chose comme ça en dehors d'appeler le 15. Et même là, est-ce que je demande la police? Est-ce que je demande les urgences? Je ne saurais pas quoi faire. Mais au final, c'est elle qui a fini par appeler les flics sur moi. Le dimanche matin, le même jour où mon propriétaire doit revenir de son voyage de pêche, j'ai quitté mon appartement pour aller chercher de la crème au supermarché du coin quand j'ai vu la femme du propriétaire debout sur la pelouse avant. J'ai pensé que j'allais avoir droit à ce silence une fois de plus, car elle me tournait le dos quand je l'ai vue, mais une fois arrivée à son niveau, alors que je montais l'allée, elle a entendu mes pas, puis s'est retournée surprise. Je n'allais même pas me donner la peine de dire bonjour à ce stade, pas après les 2 tentatives précédentes, alors je lui ai juste fait un signe de tête alors qu'elle me regardait et j'ai continué à marcher. Mais au lieu de m'ignorer encore, elle commence à crier « Hé, hé, qu'est-ce que vous pensez faire sur ma propriété ?» J'étais plutôt choqué qu'elle me parle même, et j'ai dû me mordre la langue pour ne pas sortir un « Oh, alors maintenant vous me parlez ?» À la place, je me suis ressaisi et lui ai dit très poliment que j'étais le locataire qui louait sa maison d'hôte depuis 3 semaines. La dame m'a alors dit qu'elle n'avait aucune idée de qui je parlais et que si je ne quittais pas sa propriété, elle appellerait la police. Je lui ai dit « S'il vous plaît, ne faites pas ça ». Et j'ai expliqué que tout cela avait fini par être un énorme malentendu. Je lui ai même montré la clé que j'utilisais pour déverrouiller la porte, et j'ai proposé de lui montrer en l'utilisant pour qu'elle sache que je n'étais pas un cambrioleur très décontracté. Encore une fois, j'ai gardé ma voix basse et j'ai essayé de mon mieux de rester très non menaçant, mais elle est partie en annonçant qu'elle allait composer le 17. Je me souviens avoir juste secoué la tête et m'être dit qu'au moins c'était mieux que mon ancien quartier. Puis je suis allé au magasin et j'ai acheté ma crème, mais quand je suis revenu, j'ai vu une voiture de police garée devant la maison. Et quand j'ai tourné le coin pour descendre l'allée, je vois la femme du propriétaire gesticulant avec colère devant 2 officiers, à l'air très ennuyé. La femme du propriétaire regarde au-delà d'eux et me voit et dit soudainement quelque chose comme « Le voilà. C'est lui, juste là. » Comme si elle s'attendait à ce que les 2 flics se précipitent et me plaquent au sol. Mais au lieu de cela, l'un d'eux vient me parler, tandis que son partenaire reste avec la dame pour la garder calme. J'ai commencé à raconter mon histoire au flic, puis lui ai montré comment je pouvais déverrouiller la porte de la maison d'hôte avec la clé dans ma poche. Après cela, je lui ai montré des choses comme mon portefeuille, que j'avais laissé sur la table après en avoir sorti quelques euros, et quelques autres choses confirmant que j'étais bien la personne qui vivait là. J'ai également mentionné que la femme du propriétaire agissait très bizarrement et que je ne m'approche généralement pas de la maison, donc je la vois à peine, et que c'est de là que vient toute la confusion. Le flic me dit alors que la dame semblait être intoxiquée, ne semblait pas savoir où était son mari, et était même confuse quant au jour de la semaine. À la lumière de cela, et considérant que toutes mes affaires semblaient être dans la maison d'hôte, les 2 officiers m'ont accordé le bénéfice du doute et ont raccompagné la femme de mon propriétaire à l'intérieur de sa maison. J'ai ensuite informé les flics de l'endroit où se trouvait mon propriétaire et expliqué que comme il rentrait chez lui ce jour-là, sa femme ne serait plus seule très longtemps, ce qui sembla satisfaire les 2 officiers qui me dirent de les appeler si autre chose se produisait avant de partir. Quelques heures plus tard, mon propriétaire revient de son voyage de pêche et je l'intercepte dans l'allée pour lui dire ce qui s'était passé avec sa femme. Je ne lui ai pas dit que je m'étais approché de la maison, mais j'ai dit que je l'avais entendue pleurer, et ensuite toute l'histoire sur elle appelant les flics sur moi. Il n'a pas semblé réagir jusqu'à ce que je mentionne les flics. Il a agi comme si ce n'était qu'une préoccupation mineure, jusqu'à ce que je mentionne les 2 officiers qui se sont présentés, et alors seulement il a agi comme si c'était une priorité. Il m'a promis que cela ne se reproduirait pas avant de s'éloigner en trombe, présumément pour confronter sa femme. Ne vous méprenez pas, j'étais content qu'il semble être de mon côté dans toute cette situation, parce que les rencontres gênantes avec sa femme, d'une part,
mais le fait qu'elle essaie de me faire arrêter était autre chose. Mais cela dit, il y avait quelque chose qui me dérangeait vraiment dans la façon dont il a réagi quand je lui ai parlé des flics. Il semblait agir comme si le comportement de sa femme était une occurrence régulière, comme s'il n'était que légèrement déçu. Mais quand j'ai mentionné la police, ses oreilles se sont dressées et son expression a complètement changé. Je comprends qu'il s'était probablement habitué aux crises de sa femme ou autre, et que les flics, étant appelés, représentaient ce qu'on pourrait appeler une escalade inutile. Mais pour moi, cela semblait un peu louche qu'il paraisse si nerveux à l'idée que les flics jettent un coup d'œil autour de sa propriété, même si c'était celle que je louais et pas sa maison réelle. Inutile de dire que les choses ne se sont pas arrêtées là. J'habitais dans l'appartement de la maison d'hôte depuis environ 3 mois quand Grégoire est venu me chercher. Nous avions des billets pour un match de l'OM, et j'étais ravi d'y aller car j'adore le sport. Me voilà donc sautant dans le siège passager de Grégoire en disant « Hé mon pote, comment ça va ?» Mais Grégoire, il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je dis quelque chose comme « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais il répondit à une question par une question, disant quelque chose comme « Tu vis dans cet endroit ?» Il parlait de la maison d'hôte et de la maison principale ensemble, la propriété je veux dire. Alors je lui ai dit que oui, vivre dans la maison d'hôte était plutôt un bon plan. Grégoire m'a alors demandé si je connaissais les gens qui y vivaient, ou plus important encore, ce qui leur était arrivé. Je lui ai dit que non et Grégoire a soupiré, puis nous sommes partis vers le stade Vélodrome et il m'a raconté l'histoire en chemin. Environ 5 ans avant que je déménage à Marseille, il y avait eu une affaire de disparition très médiatisée impliquant la fille d'un riche représentant pharmaceutique. Un jour, elle a dit à ses parents qu'elle allait marcher jusqu'au parc local et n'est jamais rentrée à la maison. Ils ont appelé les flics le jour suivant après avoir appelé toutes les maisons de ses amis, mais ils n'ont trouvé aucun témoin qui l'ait vue près du parc ce jour-là. C'était comme si elle s'était évaporée dans l'air. Les parents effondrés de la fille ont tenu une série de conférences de presse devant leur maison pour les informations locales. Et dans chacune d'elles, ils ont supplié les gens de venir avec toute information qu'ils pourraient avoir, disant que quelqu'un devait savoir où était leur fille et ce qui lui était arrivé le jour de sa disparition. Grégoire, étant un local, avait vu certains des nombreux reportages. Et étant en terminale à l'époque, cela avait eu un effet profond sur lui et ses amis à l'école car la fille disparue était exactement du même groupe d'âge qu'eux, une élève de terminale. Alors quand il s'est garé devant la maison cet après-midi-là et qu'il l'a regardée par la fenêtre, il savait qu'il la reconnaissait de quelque part. Il ne pouvait simplement pas se souvenir d'où. Puis au moment où je suis monté sur le siège passager, il s'est souvenu où il l'avait vue auparavant. C'était lors de ses conférences de presse. La lycéenne disparue était la fille de mon propriétaire. Comme vous pouvez l'imaginer, apprendre tout cela signifiait que notre match de foot avait une sorte de nuage sombre qui planait au-dessus. Et nous avons passé presque tout le match à parler de la fille disparue, de la femme de mon propriétaire, et comment tout cela prenait soudainement un horrible sens pour moi. La femme n'était pas folle. Je veux dire, elle devenait peut-être folle, mais tous les pleurs et le fait de se tenir sur le balcon à regarder dans la nuit, elle était simplement brisée par le chagrin. Et d'après la façon dont elle agissait, elle était probablement au fond d'une bouteille, que ce soit de l'alcool ou des pilules ou quoi que ce soit qu'elle utilisait. Grégoire m'a dit que la fille n'avait jamais été retrouvée. Mais après 5 longues années et pas un seul indice sur où elle était allée, presque tout le monde supposait qu'elle avait été assassinée par un suspect qui a plus tard reçu le nom du tueur en série du Midi. Tout le monde espérait qu'elle s'était juste enfuie de chez elle et qu'elle réapparaîtrait un jour pour une fin heureuse tardive. Mais au fond, tout le monde soupçonnait le contraire. Quelque chose de terrible était arrivé à cette fille et elle ne rentrerait jamais chez elle. Je me sentais terrible pour le propriétaire et sa femme et j'aurais aimé le savoir plus tôt pour ne pas traiter la femme comme si elle était juste une vieille folle. Mais les apparences, comme on dit, peuvent être très trompeuses.
Quelques semaines après avoir découvert tout ça sur leur fille disparue, j'ai remarqué que ma douche avait une faible pression. Et comme c'était le même jour où mon chèque de loyer était dû, j'ai pensé que j'irais à la maison, livrerais mon chèque de loyer et informerais le propriétaire de la pression d'eau en même temps. J'ai donc pris le chèque et j'y suis allé, mais juste au moment où j'allais appuyer sur leur sonnette, j'entends le propriétaire avoir une dispute avec sa femme à propos de quelque chose et il se crie dessus. J'entends le mari crier quelque chose comme quoi sa femme s'apitoie toujours sur elle-même et il continue comme ça pendant quelques secondes avant que j'entende sa femme hurler quelque chose en retour comme « Je ne serais pas comme ça si ce n'était pas pour ce que tu as fait ». Mon propriétaire répond alors « Ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Oublies-tu que c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin en premier lieu ?» Et c'est le moment où je me suis dit « D'accord, je ne devrais vraiment pas écouter ça. » Et je suis retourné à mon appartement. J'ai écrit une note sur la pression d'eau au dos de mon enveloppe de loyer, puis je suis retourné à la porte pour la glisser dessous. Quand je l'ai fait, il n'y avait plus de cris, alors j'ai supposé qu'ils avaient simplement terminé leur dispute et j'ai repris ma journée normalement. Peu après, j'ai mentionné à Grégoire que je pensais à essayer de trouver un nouvel endroit. Il m'a dit que cela ne le surprenait pas du tout et que pour lui, ce ne serait pas une décision difficile à prendre. Mais c'était vraiment facile pour lui de dire ça parce qu'il n'avait pas à vivre avec la réalité de cette situation. J'ai pensé que la seule raison pour laquelle mon propriétaire louait sa maison d'hôte était parce qu'ils avaient des besoins d'argent. Et parce que la plupart des gens dans la ville étaient au courant de la tragédie qu'ils avaient subie, ils avaient dû avoir un mal fou à trouver un locataire jusqu'à ce que moi, ignorant, monte leur allée et dise simplement « Oh waouh, n'est-ce pas un bel endroit ? Si je les quittais, Dieu sait dans quelles difficultés financières cela pourrait les laisser. Je veux dire, je sais que ce n'est que quelques centaines d'euros par mois, mais ils étaient des personnes plus âgées et parfois ce genre d'argent fait toute la différence à la retraite ou si vous avez une femme malade qui a besoin de soins. Je savais que je me sentirais comme une ordure en les quittant comme ça, mais en même temps, je n'étais pas sûr de combien de temps je pourrais continuer à vivre avec eux. C'était comme s'il y avait ce nuage très sombre qui planait sur la maison, le même qui m'avait suivi à la maison depuis le match, cet après-midi-là. Et puis si je peux changer de métaphore un instant, il y avait aussi l'élément de bombe à retardement. Quoi que cette dame prenait pour gérer son chagrin, elle en prenait soit trop, soit pas assez. Et la façon dont ils se disputaient me faisait penser que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne se produise. Je n'avais aucune idée de ce que ce quelque chose pourrait être, mais vous saviez que ça allait arriver. Et quand ce serait le cas, je vous assure que je ne voulais pas être là quand ça se produirait. Alors quelques semaines passent, et à ce moment-là, nous sommes fin octobre, juste autour de Halloween. La maison avait été calme. J'étais revenu à ne jamais voir cette femme, et je commençais réellement à penser que j'avais été un peu hâtif en cherchant un autre endroit où vivre. L'endroit avait ses défauts, mais comme partout ailleurs. Et je me sentais aussi comme une sorte d'imbécile pour avoir fait de tout ça une affaire personnelle alors que c'était leur chagrin, leur croix à porter, pour ainsi dire. Peut-être que la meilleure chose à faire pour moi était d'arrêter d'y penser et de me rappeler que ce n'était pas mes affaires, et cela a très bien fonctionné jusqu'à ce que ça devienne mes affaires d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Donc c'est le 3 novembre 89, et je m'en souviens parce que c'était un vendredi, et j'étais sur le point d'aller prendre quelques bières avec Grégoire. J'ai fini le travail vers 16h, pris environ 15 minutes pour me préparer, puis en sortant de la maison d'hôte et en commençant à descendre l'allée, je vois toute une bande de flics tourner dans l'allée et commencer à marcher en direction de la grande maison. Je n'ai pas pu m'empêcher de les voir monter l'allée dans leurs uniformes comme ça, alors j'ai lâché. Un peu tard pour Halloween, n'est-ce pas les gars ? Pourquoi n'enlevez-vous pas ces costumes ? Mais je n'ai pas pu finir cette dernière phrase parce que quand ils ont réalisé que j'étais là, debout sur le côté, ils ont tous sorti leurs armes de leur étui, se sont retournés et ont commencé à me crier de lever les mains en l'air. Ça me fait rire d'y penser aujourd'hui. Mais j'étais si effrayé que j'ai eu ce moment parfait de trou noir mental et au lieu de crier « Ne tirez pas »,
ou quelque chose comme ça, j'ai littéralement hurlé « C'était une blague, c'était juste une blague !» Mais alors qu'il s'approche de moi, me disant de me mettre à terre, ça m'a frappé que la putain de femme du propriétaire avait appelé les flics sur moi. Je suis allongé sur le visage, ils me mettent les menottes et je leur dis des choses comme « Messieurs, il y a probablement eu une sorte de confusion ici. Si vous me laissiez juste expliquer. » Mais contrairement à la première fois où les flics étaient en fait calmes et polis et tout ça, l'un d'eux me crie de la fermer et puis je suis arrêté. Ils agissent durement comme si j'étais la lie de la terre, mais je continue calmement à leur dire qu'il y a eu un malentendu et que je loue la maison d'hôte sur la propriété. Encore une fois, l'un des flics me dit de fermer ma gueule. Et puis alors que 2 d'entre eux commencent à me conduire vers leur fourgon, les autres se dirigent vers la maison en parlant de la sécuriser et tout ça. J'ai gardé ma bouche fermée, mais j'étais encore un peu arrogant parce que je savais qu'en fin de compte, j'allais juste déposer une plainte contre chacun de ces connards prétentieux pour m'avoir arrêté sous l'accusation de vivre dans mon propre foutu appartement. Une fois, je pouvais comprendre, mais 2, et la façon dont ils l'ont fait, ça n'allait pas arriver, pas dans cette vie. Maintenant, de toute façon, ils m'emmènent au commissariat de Cassis, et je suis encore sûr à 100% qu'ils m'arrêtent par erreur. Mais quand nous sommes arrivés à ce processus d'enregistrement et qu'ils ont énoncé les accusations, j'ai réalisé que quelque chose de sérieusement tordu se passait. J'ai été arrêté sous suspicion d'enlèvement, de séquestration, un tas d'autres charges mineures, et puis écoutez ça, les flics m'ont accusé, je cite, d'exercice illégal de la médecine. C'est à ce moment-là que j'ai perdu mon sang-froid et j'ai dit « De quoi diable parlez-vous » Parce que l'enlèvement et toutes ces autres choses effrayantes étaient une sorte de cauchemar, mais l'exercice de la médecine combiné à l'enlèvement m'a donné des frissons, rien qu'à y penser, parce que pensez-y. Quel genre de choses tordues faites-vous à quelqu'un pour que cela devienne un facteur? Torturait-il quelqu'un? Pratiquait-il une chirurgie sur lui? Mais que diable se passait-il? Je n'ai découvert toute la vérité que beaucoup plus tard, mais comme je l'ai dit une 12aine de fois maintenant, c'était comme rien que j'aurais pu imaginer. Comme je n'avais personne à qui payer le loyer, je suis simplement resté dans l'appartement jusqu'à ce que l'eau et l'électricité soient coupées, puis j'ai fini par rester sur le canapé de Grégoire avec la maison d'hôte servant de stockage jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit où vivre. Tout cela s'est déroulé sur environ 2 mois, avec des nouvelles sur mon propriétaire qui sortait au compte-gouttes, jusqu'à ce que, finalement, toutes les pièces s'emboîtent. Mais probablement la plus importante est venue quand les flics ont trouvé la fille de mon propriétaire. Ni morte, ni vivante, mais quelque part entre les deux, dans une petite maison louée à La Ciotat. Les flics ont trouvé la fille disparue de mon propriétaire. Elle était émaciée, alitée, sous assistance respiratoire, et semblait avoir été dans une sorte de coma profond au cours des 5 dernières années. Mon propriétaire avait apparemment maintenu sa fille en vie, après qu'elle ait reçu une sorte de grave traumatisme crânien, et il l'avait fait en utilisant du matériel médical qu'il avait obtenu d'un donateur mystérieux, mais évidemment bien équipé, très probablement en raison de ses contacts dans l'industrie médicale. Mais alors, pourquoi ne pas l'emmener à l'hôpital pour qu'elle reçoive les soins médicaux appropriés? Pourquoi la laisser pourrir lentement dans un appartement infesté de cafards sur les collines? Parce que c'est la femme de mon propriétaire qui a infligé la blessure à la tête paralysante en premier lieu. Je suppose que tout est sorti une fois qu'ils ont été arrêtés et que l'emplacement de la fille a été découvert. Je ne sais pas qui a vendu la mèche en premier, mais quelqu'un l'a fait. Et une fois que la nouvelle a éclaté, c'était une histoire brûlante pendant quelques jours au moins, jusqu'à ce que le cycle d'actualité revienne à l'histoire plus intéressante, qui était les conséquences d'un récent tremblement de terre et tous les divers efforts de sauvetage et de reconstruction. Il y a 5 longues années, la femme et la fille de mon ancien propriétaire ont eu une de ces disputes d'enfer. Je ne pense pas qu'ils aient jamais découvert sur quoi c'était. Mais c'était assez grave pour que la fille finisse par gifler sa mère. La femme de mon propriétaire perd alors la tête, attrape un lourd ornement sur un buffet,
puis frappe sa fille à la tête avec. Je suppose qu'elle l'a soit frappé vraiment fort, soit a porté le coup avec un bord tranchant ou quelque chose comme ça parce que sa fille s'est évanouie immédiatement et n'a jamais repris conscience. Et puis après, au lieu de faire ce qu'il fallait et d'envoyer la mère en prison, ils ont convenu de couvrir toute l'affaire, de garder leur fille en vie, puis d'espérer qu'ils pourraient trouver un moyen de la réveiller un jour. Évidemment, ils ne l'ont pas réveillée, et après une longue enquête multi-agences, mon propriétaire a été suivi jusqu'à l'appartement de La Ciotat, où sa fille alitée a ensuite été découverte. Je n'arrivais pas à croire que j'avais partagé un espace avec des gens comme ça et que j'avais rationalisé tout ce que j'avais vu et entendu au point que je me sentais vraiment désolé pour eux. Ce qu'ils avaient fait était terrible, une chose maléfique, mais ils l'ont fait par un sens déformé de l'amour et de la préservation familiale. Et c'est la chose que je trouve la plus hantante dans toute cette situation tordue. Je ne pense pas qu'ils étaient de mauvaises personnes, mais ils ont fait une chose terrible, affreuse, tous les deux. Et si des gens normaux et ordinaires sont capables de choses comme ça, alors pour moi cela fait paraître le monde comme un endroit beaucoup plus sombre et beaucoup plus effrayant.